Bien le bonsoir, bienvenue, bien le bonsoir, psychanalyse pour tous. Notre rendez-vous du mardi à 21 h, notre nouveau rendez-vous 2022. Donc aujourd'hui, nous sommes un petit peu nouveaux puisque nous entamons une nouvelle année, mais notre espace du mardi 21 h va donc se maintenir, bien évidemment. Nous allons continuer, psychanalyse pour tous. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, que, alors ici, je ne sais pas, peut-être qu'il y a Jean-Loup, bonsoir, Isabelle, bonsoir, Néléa, bonsoir, Dalal, bonsoir, Delphine, bonsoir. Oui, je ne voyais pas les messages, donc j'ai dû en perdre quelques-uns. Comment allez-vous? Vous allez bien pour ce début d'année? Esther, bonsoir. Donc je vais regarder un petit peu par ici. Alors, bienvenue à tous, Salwa, bonjour. Alors, vous êtes bien au rendez-vous, nous sommes au rendez-vous. Bah. Ludivine, bonjour, Assam et Yellow, Françoise, bonne année à vous. Donc bon, nous avons une image un petit peu bizarre, je vais mettre peut-être un peu plus de lumière. Garance, Myrna, Pierre, joyeux Noël, oui, joyeux Camille, bonsoir. Carlos, bonsoir. Donc effectivement, nous sommes là. Et Lon, bonsoir. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, nous nous sommes proposés de parler de l'hypocondrie. Alors, l'hypocondrie, on va dire, l'hypocondrie, sachons-le ou rappelons-le, c'est-à-dire que nous sommes dans un espace de psychanalyse, nous n'allons pas parler ni de comment, Sandre, bonsoir, Nawal, Olivier, bonsoir, bonne année à vous aussi, Kamal, bonne année, Valentina. Donc là, l'hypocondrie, Marie-Thérèse, bonsoir, tous mes voeux à vous aussi. Donc l'hypocondrie vue par, bien évidemment, la psychanalyse. Donc vous m'entendez très bas, ben, normalement, ça ne devrait pas être le cas, mais bon, je peux essayer d'augmenter le son. Et non, ça c'est pas... Je ne sais pas. Et c'est peut-être une situation de pierre, non? Parce que moi j'ai le... D'ailleurs, c'est pas la peine d'avoir ces deuxièmes. Bonne année à vous. Donc, nous allons essayer de présenter aujourd'hui, pour reprendre notre rendez-vous de psychanalyse pour tous, donc de voir un petit peu comment la psychanalyse pense l'hypocondrie, puisque ça ne va rien avoir à voir avec, bien évidemment, comment le pense, et le son n'est pas fort, Et donc, par exemple, si je fais comme ça, attendez. Alors, par exemple, problème de son. Et si je fais comme ça, c'est plus facile? Martine, bonsoir. Rabi, bonsoir. Un peu oui. Anne, bonsoir. Belle année à vous aussi. Je vous entends mieux avec l'iPhone, mais pas avec l'ordinateur. Le son est bas pour moi aussi. Mais là, comme maintenant, ça va, n'est pas élevé. Ben, le son est un peu bas. Garance, bonsoir. Ludivine, parfait. Donc, ça va mieux, Ludivine. Ok, d'accord, très bien. Donc, on va continuer comme ça. Donc, c'est bon, d'accord. Donc, il s'agissait d'enlever ce petit appareil. Bon, donc, bienvenue à cet espace de psychanalyse pour tous. Je suis très contente de reprendre donc avec vous ces rencontres du mardi, à 21 h. J'espère que vous avez bien commencé l'année. Si tout va bien, bonsoir Michel. Donc Myrna, maintenant on vous écoute, c'est formidable. Véronique, c'est mieux maintenant. Jean, tout va bien. Donc, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas. D'accord, c'est un espace pour tous, donc pas seulement pour ceux qui sont présents ici, sinon c'est un espace pour tous, puisque, sachons-le, dans l'époque en plus dans laquelle nous vivons, la psychanalyse est un instrument qui est nécessaire pour tous. Donc, bonsoir Sylvie. Donc, au plus nous serons nombreux à avoir accès à ces informations, au plus nous aurons la possibilité
pour ceux, bonsoir Claire, pour ceux qui ici, bonsoir Isabelle, et oui Boris, après la vidéo, normalement si tout se passe bien, la vidéo restera sur la page, donc vous pouvez aussi aimer la page. Laura bonsoir, Sonalès bonsoir, Falali, Asia bonsoir, Racim bonsoir. Donc, bienvenue à tous. Donc, je vous rappelle que la psychanalyse, c'est Sylvie, bonsoir. Bonne année à vous, Mathilde. Donc, l'hypocondrie. Oui, on y arrive, Mathilde, on y arrive. Donc, la psychanalyse est un instrument qui est absolument nécessaire pour chacun d'entre nous parce que c'est l'instrument qui va nous permettre de nous révéler d'un côté, que nous révéler notre cécité et d'un autre côté nous donner un petit peu de nouvelles informations sur nous-mêmes, puisque Nathalie bonsoir, donc merci. Et donc la psychanalyse, donc je répète, c'est un instrument qui est nécessaire et principalement et beaucoup plus encore aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons. D'accord? Donc ce n'est pas la peine d'attendre de se retrouver avec des symptômes par-dessus la tête pour utiliser les services de la psychanalyse. Donc j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un atelier de poésie qui est ouvert tous les mercredis à 20h30, donc pour un espace de création, on va dire un espace de création. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec moi. Et ensuite, un merveilleux cours d'introduction à l'interprétation des rêves qui va s'ouvrir donc dès dimanche. C'est un cours qui a lieu tous les dimanches, que vous pouvez voir aussi en différé, à 17h le dimanche. Et c'est donc un cours qui va être très intéressant et qui va nous montrer quels sont les instruments dont nous avons besoin pour étudier la psychanalyse. Donc ça va être un cours tout à fait passionnant. Bon, revenons à l'hypocondrie. Tala bonsoir, Gabriella bonsoir. L'hypocondrie, donc l'hypocondrie. Donc je répète, l'hypocondrie vue par la psychanalyse. Donc la psychanalyse a pu observer, non, parce que tout ça, à chaque fois que ici on parle, quand on fait référence à l'observation de ces symptômes de l'hypocondrie, on n'est pas dans une consultation de médecin, on n'est pas à la maison avec notre femme, notre mari ou avec qui que ce soit, sinon que, ici Ludivine c'est Freud, donc sinon que nous sommes dans une consultation et nous écoutons un patient, d'accord, c'est-à-dire que nous ne faisons pas, ce n'est pas une, comment on va dire, une présentation de la situation de l'hypocondrie en sociologie, c'est-à-dire que c'est toujours dans la consultation, ce que Freud a découvert, donc, et qu'après bien sûr on a pu voir ailleurs, mais que principalement, Fernande bonsoir, c'est donc dans la consultation psychanalytique. Donc ce que nous avons vu dans la consultation psychanalytique, c'est que l'hypocondriaque a des caractéristiques particulières. Les caractéristiques de l'hypocondrie, donc, ou pour celui qui souffre, on va dire, d'hypocondrie, non, c'est la sensation, parce que ce sont des sensations, la sensation et la crainte irrationnelle ou apparemment irrationnelle, on va voir, apparemment irrationnelle, de tomber malade, qu'il a attrapé une grave maladie, et en plus avec un sentiment d'en être complètement persuadé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne dépend pas de sa raison. C'est pour ça qu'on va voir que l'hypocondrie ne va pas pouvoir être traitée hors de l'instrument psychanalytique parce que ça ne dépend pas ni de la logique du sujet, ni de sa raison, ni de son expérience. Sinon que c'est quelque chose qu'il ne peut pas éviter. Quelque chose où, comme le névrosé obsessionnel qui a besoin d'aller se nettoyer les mains parce que sinon, s'il ne le fait pas, l'angoisse augmente. Donc, on va voir que l'hypocondriaque, il a une crainte. Et ce sont des gens qui ont tendance donc à utiliser les services de la médecine
quand ils n'ont pas l'instrument de la psychanalyse. Donc vous voyez d'où l'importance de la diffusion de cet instrument psychanalytique, puisque la médecine, elle va lui dire « Monsieur, madame, je suis désolé, mais vous n'avez rien ». C'est-à-dire qu'ils vont réclamer donc à la médecine des tas d'examens parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont quelque chose. Et ils sont persuadés qu'ils ont quelque chose parce qu'en fait, ils ont des sensations et des manifestations comme si ils étaient touchés par la maladie organique. Myriam, bonsoir. D'accord? C'est-à-dire que, Annie, bonsoir. Il y a quelque chose qui est très surprenant, on va dire, c'est-à-dire que l'hypocondriaque, il peut de temps en temps tromper le médecin par le récit de ce qui lui arrive. C'est-à-dire que le médecin peut dire, bah oui, apparemment, vous avez les symptômes de telle maladie ou telle autre maladie. C'est-à-dire que, effectivement, les médecins, c'est pas, ils disent, nous allons effectivement faire les examens nécessaires pour voir votre situation. Et en fait, les examens vont montrer que, bah non, monsieur, madame, je suis désolée, mais vous n'avez rien. D'accord? Et donc, c'est quelque chose, et on dit que, on voit que l'hypocondriaque, ben, il ne va pas croire. Donc, il va y avoir une méfiance qui va être créée de la part de ce patient, une méfiance envers le médecin, parce qu'il dit, attends, moi, je sais ce que je sens. Je suis persuadée et je suis sûre que j'ai quelque chose et le médecin me dit que j'ai rien. Et donc, au lieu de se remettre lui en cause, il ne peut pas parce qu'en fait, il est persuadé par ce qu'il ressent et donc il remet en cause le médecin. Donc, il redemande des nouveaux examens, ils vont voir un nouveau médecin et en fait, ce sont des gens, le véritable, on va dire, hypocondriaque, parce que d'une certaine façon, nous sommes un peu tous d'une manière ou d'une autre hypocondriaque, dans le sens où nous pouvons avoir tendance à un certain moment à exagérer certains symptômes, non? Donc nous pouvons, je veux dire que c'est quelque chose qui ne touche pas simplement ce type de sujet, sinon comme toutes les choses dans la vie, non? N'oublions pas, ce qui est humain ne m'est pas éloigné, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui non, mais peut-être que demain oui. Donc c'est quelque chose qui peut nous toucher tous. Donc on va voir que une chose qui est très importante, c'est que par exemple aujourd'hui j'ai vu des gens qui faisaient des commentaires là sur l'information de ce rendez-vous de psychanalyse pour tous sur l'hypocondrie, qui disaient qu'aujourd'hui à cause du Covid, ben, il y a plus de gens qui sont touchés par l'hypocondrie. Et en fait c'est pas tout à fait vrai, non? De la même façon qu'on va dire qu'il y a plus de névrosés. Non, non, disons qu'il y a plus d'effervescence, plus de gens montrent ont des difficultés à cacher leur névrose ou ont des difficultés à cacher ces manifestations, puisque nous sommes dans une situation un peu différente. Mais qu'en aucun cas, la réalité extérieure provoque l'hypocondrie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment aller regarder donc sur Internet pour voir ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, et pour essayer de comprendre, voir pourquoi, pour pouvoir mettre un nom à ce qu'ils ressentent. Et certaines personnes peuvent penser que ça, c'est ce qui va provoquer l'hypocondrie. Mais en fait, dans aucun cas. Dans le sens où l'hypocondrie, ce que Freud dit, René, bonsoir, ce que Freud nous montre, c'est que, en fait, l'hypocondrie, c'est une structure psychique. C'est une structure psychique, comme peut l'être l'angoisse, le névrosé d'angoisse, comme peut l'être le neurasthénique, par exemple, puisque ici, il présente l'hypocondrie comme une névrose actuelle. Donc, Freud, il a séparé les névroses en deux catégories. Il y a les névroses, donc les névroses actuelles, et les psychonévroses, on va dire. Et les psychonévroses, donc, c'est la névrose obsessionnelle, c'est l'hystérie, les phobies. Et de l'autre côté, il y a les névroses actuelles, donc là où se trouve l'hypocondrie, où il y a la névrose d'angoisse, la neurasthénie et la psychosomatie. Non, la psychosomatie est à part. D'accord? Donc, ici, et nous allons voir quelles sont des caractéristiques. La névrose actuelle ont des caractéristiques particulières. Donc, on va voir qu'il s'agit d'une position du sujet. Et comme on avait déjà eu l'occasion de voir, en fait, Nina, bonsoir, comme on avait déjà eu l'opportunité de voir que ça va être une question de libido.
de libido comme toujours, c'est-à-dire que cette libido qui a des difficultés à circuler, hein, elle provoque des symptômes. Donc, et ce qu'on va voir, Victor bonsoir, Anne bonsoir, ce qu'on va voir, est-ce qu'on peut parler d'hypocondrie chez l'adolescent? Oui, bien évidemment, Anne, oui, oui. Donc l'adolescent aussi peut être touché par ça. Et donc on voit que l'hypocondrie, le problème c'est que en fait ça limite énormément les patients, puisque les patients ils sont tout le temps chez le médecin. Ils ont toujours cette tendance à aller voir pour qu'on donne un nom à ce qu'ils ont, pour qu'on arrive à détecter ce qu'ils ont, puisqu'ils en sont persuadés. Et en fait, quand le médecin va leur dire « Monsieur, madame, vous n'avez rien », les névroses traumatiques. Mais c'est quoi les névroses traumatiques, Marie-Thérèse? Non, les névroses traumatiques, non, ce n'est pas... à la rigueur, elles sont toutes traumatiques. Ou pas une spécialement, non? Les névroses traumatiques. On dit que le trauma de tous les êtres humains, c'est la parole, les mots, le langage. Puisque en fait, le véritable traumatisme qui nous touche tous, c'est que quand nous parlons, non, le médecin qui peut représenter un tiers. Donc quand nous parlons, non, ben, en fait, nous n'allons jamais pouvoir dire ni ce que nous voulons, nous n'allons jamais pouvoir transmettre exactement ce que nous cherchons, non, comme dit la poète dit « il nous manque des mots hein, », et que ça ne va jamais correspondre. Et ça, c'est le véritable traumatisme chez l'être humain. Donc on disait que la situation donc, pour l'hypocondriaque, c'est-à-dire que le plus important pour lui dans sa vie, c'est son corps. Hein, ça, c'est la particularité. Sylvie, bonsoir. D'accord? Donc, on disait que c'était des sensations très similaires aux malades, on va dire Muriel, bonsoir, donc très similaires aux malades organiques. D'accord? Et tous les deux, en fait, le malade organique, tout comme l'hypocondriaque, ben, ils sont, tout leur intérêt et toute leur libido est mise. Donc, Claudette, bonsoir, Rose Michel, bonsoir, Sylvana, du fait de la certitude du sujet, ne peut-on pas considérer l'hypocondrie comme un symptôme psychotique? Ça peut devenir un symptôme psychotique dans le sens où il est persuadé d'un délire, puisqu'il n'a rien. La médecine dit qu'il n'a rien. On lui fait tous les examens possibles et la médecine dit qu'il n'a rien. Mais lui, il est persuadé. Donc il y a comme un délire puisqu'il va fabriquer, non? Il fabrique non, une maladie inexistante. Donc, je disais que l'autre caractéristique, non, ce n'est pas héréditaire, Nadia. Donc, l'autre caractéristique, c'est que, qui est comparable donc avec la maladie organique, donc d'un côté, les sensations qui sont les mêmes, et de l'autre côté, c'est tout leur intérêt, toute leur libido qui se dirige, non, et il faudrait voir déjà s'il l'est, Anan. Est-ce qu'il est vraiment hypocondriaque? Non, vous l'avez vu par l'étude d'un psychanalyste. Donc, ce qu'on disait, c'est que le malade organique, lui aussi, il va mettre tout son intérêt, va être sur sa maladie. Pourquoi? Pour essayer de guérir. D'accord? C'est quelque chose qui fait partie de ce qui est nécessaire pour la maladie. Pour essayer de guérir, il va donc mettre toute son énergie sur l'organe, d'une certaine façon, sur l'organe qui a été touché. Et pour l'hypocondrie, c'est la même chose. D'accord? C'est-à-dire que l'hypocondrie, par exemple, l'hypocondriaque, c'est celui qui a un mal de tête, et face à ce mal de tête, ce qu'il va dire, c'est que, en fait, c'est une tumeur. D'accord? Et donc, et ce médecin, c'est un incapable, il n'a pas découvert la tumeur que j'ai. Non? Et donc, ils vont aussi, une autre caractéristique qui était très fréquente, c'est que en fait il devient donc très hostile face au médecin qui ne lui donne pas raison, au médecin qui ne prend pas en compte ce qu'il lui dit. D'accord? Puisque en fait pour la médecine, un hypocondriaque, c'est un délirant, quoi. Voilà, c'est tout. C'est un monsieur qui est délirant, qui a besoin qu'on s'occupe de lui et donc qui vient là. Mais non, l'hypocondriaque, c'est une maladie. D'accord? C'est une maladie en elle-même et ses symptômes, son symptôme principal, c'est ça.
d'accord? Et donc un autre symptôme qu'on va reconnaître chez les hypocondriaques, c'est donc cette hostilité qu'il peut y avoir donc face à la médecine, et en fait une certaine hostilité un petit peu envers tout le monde, parce qu'ils sont assez revendicatifs, puisqu'ils revendiquent que ce qu'ils ressentent. Elle dit bonsoir, non? Donc elle est handicapante, l'hypocondrie, mais elle n'est pas difficile à guérir. Non, ça c'est quelque chose, non, que ce n'est pas obligatoirement... attention à ne pas faire passer pour des hypocondriaques qui n'ont pas réussi à faire un bon diagnostic. Et donc, non seulement, Emmanuel, un bon diagnostic donc en médecine, parce qu'effectivement, quand les médecins ils voient plein d'hypocondriaques, après, comment ne pas se tromper avec celui qui réellement présente quelque chose d'organique. Mais aussi l'hypocondriaque, on va voir qu'il y a d'autres structures au niveau psychique, où on peut, pour éviter de confondre, on va dire, avec un autre type, parce que ses caractéristiques sont tout à fait particulières. Donc on disait qu'il avait une certaine qui était assez revendicative, donc non seulement avec la médecine, mais sinon avec le monde, la réalité extérieure en général. Donc, la composante principale de cette structure psychique, on va dire, de cette structure psychique, oui, on va y revenir, Tiki, sur la libido, sur cette structure psychique, c'est le composant d'angoisse. Parce qu'en fait, ils ont peur d'être malades. Et c'est une peur horrible qui ne les laisse pas tranquilles, c'est de l'angoisse. D'accord? C'est de l'angoisse, la crainte. Et on va voir que, au fond, c'est la crainte de mourir. Parce que la maladie et la mort, c'est quelque chose qui sont très associés, on va dire, très associés. Donc en fait, ce sont des gens qui ont une relation avec cette mort qu'ils voient, qui peut arriver à tout moment. Comment faire la différence entre l'hypocondrie et l'hystérie? Exactement. Donc ça, on va voir que ce sont des mécanismes qui sont différents, parce que l'hystérie de conversion, donc l'hystérie est là, une douleur à la main, et en fait, si on regarde anatomiquement, vu ce qui lui arrive à la main, ça devrait se passer dans tout le bras. Et on voit que l'hystérie, non. Donc c'est-à-dire que l'hystérie est là une anatomie du corps imaginaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une transformation, on va voir. L'hystérie, c'est une transformation. On dit l'hystérie de conversion, c'est-à-dire qu'elle a transformé, attendez, comment on dit? Il y a une phrase ici qui était intéressante. En fait, elle a transformé l'affect, en énervation somatique. Donc ça s'est déplacé sur son corps. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été capable de dire la phrase qu'elle devait exprimer au moment où elle a été choquée par quelque chose. Non, on va parler, j'ai reçu ça comme une gifle. Et du coup, non, ça m'a fait comme une claque sur la figure. Et donc après, je me retrouve avec la moitié du visage paralysé, par exemple. Non, donc ça, c'est ce qu'on va appeler la conversion. Donc effectivement, c'est somatique aussi, c'est hystérique, et ça n'a rien à voir avec l'hypocondrie. Bon, revenons à notre hypocondrie. Donc, on disait que l'hypocondrie est en elle-même donc une maladie. Une maladie. Et une maladie, donc, où on va voir qui donc, est assez désagréable, puisque tout est touché, non? On touche avec l'angoisse. Et donc, on va voir que pour ces patients, est-ce que la personne hypocondriaque a des manifestations physiques? Bah oui, justement. Donc, il va y avoir, puisqu'on dit qu'elle a les mêmes sensations, l'hypocondriaque, il arrive à décrire, non, c'est-à-dire que c'est une fabrication particulière, puisqu'il arrive à décrire, non, des maladies, et en plus, il y en a certains qui font des descriptions de maladies graves, non? Et ce qu'on va voir, ce que va nous expliquer Freud quand il nous parle des névroses actuelles, c'est qu'il va faire référence en fait à la sexualité du sujet. Et là, on va voir, non? Parce qu'on va voir comment sont positionnés donc en fonction donc de la libido, en fonction quelle est la relation de l'hypocondriaque en relation avec ou la difficulté pour le sujet du mal à dire ou maladie. Non, on va voir René. Donc, sa relation avec la libido, non? Parce qu'on va dire que c'est l'hypocondrie, c'est quelque chose qui est plus en relation, donc, comme on disait, avec la psychose, dans le sens où toute l'énergie, toute la libido du sujet est sur l'organe, sur son propre organe.
sur cet organe qu'il pense qu'il va être. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut commencer par une hypocondrie et terminer par une psychosomatie, c'est-à-dire qu'on finit, puisque toute l'énergie est tout le temps sur l'organe, hein, où il pense que c'est un calvaire de vivre avec ça, exactement. Donc comme toute son énergie, elle est sur l'organe, elle peut finir par endommager l'organe, et donc passer à une situation de psychosomatie. D'accord? Donc c'est où réellement il va y avoir donc une pathologie organique. Donc, et on va voir que pour l'hypocondrie, l'hypocondriaque, quand il va commencer son traitement, en fait c'est quelque chose, il va facilement transformer, parce qu'en fait c'est commencer un traitement, c'est déjà transformer la disposition de sa libido. Donc c'est pour ça que les hypocondriaques, c'est quelque chose qu'on va facilement soulager par la psychanalyse. Si les mots mis à la place des mots organiques, mais pas seulement, non? Pas seulement, René, parce que ça, on va dire qu'à la rigueur, dans toutes les structures, non? De pouvoir parler, de pouvoir mettre des mots sur des choses qui n'existaient même pas pour moi, c'est-à-dire que je vais commencer à mettre des mots sur quelque chose qui n'existait pas, ça, déjà, ça va transformer, c'est une vraie souffrance, dit Irving, qui se considère hypocondriaque, d'accord? Et donc, les angoisses, d'accord? Donc, la peur de la maladie, cette peur de la maladie. Donc, ensuite, on va voir... donc, on parlait de cette libido. Donc, cette libido qui va... en fait, qui n'a pas de mouvement. Parce que si on pense que notre libido, c'est notre énergie psychique. C'est une énergie sexuelle, puisqu'en fait, c'est une énergie qui est en relation avec les autres, avec l'extérieur. Avec moi-même et avec l'extérieur. Et en fait, cette libido, elle doit, ou elle devrait, pour les personnes saines, être en mouvement. C'est-à-dire que, comme maintenant, moi, je suis avec vous, donc ma libido, elle entoure, non? Elle entoure cette conférence, on va dire, elle met toute sa libido, pas une partie, parce qu'on dit que dans le moi, il y a toujours de la libido qui va rester. Mais disons qu'il y a la grande partie de la libido qui est dans l'objet, donc par exemple, cette rencontre avec vous, ou une partie de ma libido, ou la vôtre, non? Elle est toute placée, donc ici, on est en train... On a eu énormément d'énergie dans cette rencontre. Et donc, et après, à la fin de la rencontre, chacun va récupérer sa libido. D'accord? Et en fait, donc, quand on voit nos relations amoureuses, toutes les relations que nous avons avec les gens, notre libido est dans ce qu'on va appeler donc la libido d'objet. Parce qu'en fait, la libido, quand elle est chez l'autre, ça s'appelle de la libido d'objet. Et quand la libido, elle est sur moi, c'est la libido du moi. D'accord? Et la libido du moi, c'est-à-dire l'égoïsme, le narcissisme. Donc, il est nécessaire pour le sujet, pour avoir une vie saine, de pouvoir avoir donc bien évidemment des relations sociales, et que cette libido puisse aller et venir. Qu'elle ne reste pas. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'une personne saine, c'est celle qui arrive aussi à cette libido cette libido d'objet qui était placé quelque part, après, si cet objet disparaît, on va terminer notre rencontre, il faut mettre notre énergie ailleurs, sur un autre objet, ailleurs. Ailleurs, ou une autre personne, ou une autre activité, mais disons que cette libido doit être, cette liberté, donner de la liberté à notre libido. Toutes les peurs sont liées donc pas seulement à la peur de la maladie, toutes les peurs sont liées un petit peu à l'angoisse. Toutes les peurs sont liées à l'angoisse. Donc il y a une angoisse dans toutes les peurs, effectivement. Mais après, il y a des phobies, on va voir que ça, c'est en relation avec la sexualité infantile. Alors que les névroses actuelles sont en relation avec la sexualité actuelle. Donc on disait que cette libido, donc j'ai l'impression d'avoir le virus tous les jours. Donc, mais ça ne veut pas dire obligatoirement hypocondriaque. Non, parce que ça, on pourrait dire comme si c'était un fléau. Donc, j'ai l'impression que... mais c'est... Non, la caractéristique, c'est pour ça que quand je vous dis que pour l'hypocondriaque, il doit être écouté par un psychanalyste pour vraiment pouvoir le diagnostiquer comme... Et puis en plus, un hypocondriaque n'est pas seulement hypocondriaque. Non, c'est-à-dire que on n'est pas seulement hystérique, on n'est pas seulement névrosé obsessionnel, sinon que, en général, le sujet utilise
différents mécanismes. Donc il y a le mécanisme de déplacement, le mécanisme de conversion, et le mécanisme par exemple, on avait la conversion, le déplacement et la transformation de l'affect, non, comme dans la névrose d'angoisse. Donc, je continue. Donc, on était avec la libido. Donc c'est-à-dire que toute cette énergie, elle est sur l'organe. C'est-à-dire que il y a une situation qui est particulière, c'est-à-dire que l'énergie part de l'organe et en fait, elle reste dans l'organe. Non, parce qu'en fait, Freud, il nous a dit, dans les 3 essais pour une théorie sexuelle, non, en 1905, dans ce texte, il nous a dit qu'en fait, n'importe quel organe de notre corps pouvait devenir un organe érogène. Bien évidemment, Rosemary, il y a un traitement pour ça, la psychanalyse. D'accord? C'est-à-dire que n'importe quelle partie de notre corps, c'est-à-dire qu'on va dire que les parties érogènes sont bien sûr les parties génitales, la bouche, l'anus, les oreilles, bon, les parties, on va dire, non, les plus habituelles, mais après, il y a des gens qui vont érotiser certaines parties, certains organes de leur corps. Donc l'énergie sort de l'organe, mais reste dans l'organe. En fait, il ne bouge pas. La libido ne bouge pas. Au lieu de faire un mouvement, non, de sortir à l'extérieur, elle ne bouge pas, elle reste là, non. Et en fait, donc l'organe, en fait, c'est pas une source, c'est directement l'objet. C'est l'objet dans le corps du sujet. D'accord? Donc c'est quelque chose de tout à fait particulier. Hein. Et donc il y a cette immobilité de la libido, donc, et qui va donc empêcher qu'il y ait une séparation entre l'objet et la source de cette énergie, qui vont en fait être confondus dans le sujet. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qui est particulier, non, de l'hypocondrie. Et ensuite on va voir qu'il y a aussi, quand on parle donc de la jouissance, la position de la jouissance pour l'hypocondriaque, qui est tout à fait particulière. Non? C'est-à-dire que si la libido, elle est tout dans le sujet, évidemment, sa jouissance, non, va être auto-érotique. D'accord? Auto-érotique, c'est-à-dire avant, parce que auto-érotique, c'est comme les bébés. Les bébés ont une sexualité auto-érotique, puisque dans un premier temps, l'objet pour le bébé n'existe pas. L'objet, va falloir le fabriquer. Et quand il y a, non, après, il va y avoir donc cette époque du narcissisme, où c'est un autre type de jouissance. Mais là, hein, dans l'hypocondriaque, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'il y a une satisfaction, non, sur cette partie, on va dire, de l'appareil, sur cette partie auto-érotique. Hein. Donc, d'accord, c'est-à-dire qu'on va voir, c'est pour cela qu'elle est perçue comme un moyen de modification de l'érogénéité des organes. De modification, non, justement, il n'y a pas de modification, non. Donc il n'y a pas que la psychanalyse comme remède. Bon, ici, nous, on parle de la psychanalyse, puisqu'on parle de l'hypocondrie, non, définie par la psychanalyse, non, le narcissisme primaire. Mais le narcissisme primaire, c'est une chose, et l'auto-érotisme, c'est une autre. Donc, on va voir que ce qui va être intéressant de voir, c'est-à-dire que l'hypocondrie, comment le discours du patient chez le psychanalyste va entraîner la circulation de cette libido bloquée chez l'hypocondrien névrose actuelle. Bah, ça... Alors, il faut établir la relation, d'accord? C'est la relation de transfert, et après, apprendre à venir parler. Apprendre à venir parler, c'est ça qui va donner, non, la mobilité de cette libido, non? Et l'interprétation, bien évidemment. Et donc, on va voir que cette hypocondrie, elle a une particularité avec la paranoïa. C'est-à-dire que l'hypocondrie, tout comme la paranoïa, donc on disait la psychose, par exemple, dépendent de la libido du moi. Alors que les psychonévroses, l'hystérie, la névrose obsessionnelle, par exemple, vont dépendre de la libido d'objet. D'accord? Donc ce sont, vous voyez, des structures. D'un côté, il y a un monde extérieur, et de l'autre côté, le monde extérieur n'existe pas. Non? Tout est dans le moi, tout est dans le sujet. Et ensuite, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est quand on va parler donc de l'angoisse. De l'angoisse face à l'attente. L'attente, c'est-à-dire qu'un sujet normal
hein, il sait que nous avons rendez-vous aujourd'hui à 21h et il va, même s'il est impatient pour qu'on commence, ben, il va savoir attendre 21h pour commencer. C'est-à-dire qu'il va savoir remettre à plus tard certaines choses que dans la réalité on ne peut pas réaliser tout de suite, par exemple. Non, ça, ce sont les choses que l'adulte va devoir apprendre, puisque l'enfant, il veut tout de suite, dès qu'il le désire, il le veut, par exemple. Hein. Donc, à l'âge adulte, non, il y a le principe de plaisir qui va se présenter, et donc, et grâce au principe de plaisir, non, au principe de réalité qui va nous montrer, non, donc, qu'il y a la possibilité d'apprendre à attendre. Apprendre à attendre. Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien à tout le monde, apprendre à attendre. Non, ne pas être impatient, ne pas vouloir tout de suite savoir ce qui va se passer, d'être angoissé, parce que qu'est-ce qui va se passer demain, et qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, et si la Covid ne disparaît pas, non, c'est-à-dire que toutes ces difficultés à attendre que nous avons, non, que nous sommes, on va dire que la majorité des gens sont dans cet apprentissage, je dirais, non. Non, c'est pas différer le désir, c'est différer la réalisation du désir, non. C'est-à-dire que la réalisation, mais quand j'apprends à attendre, dans cette attente, il y a du désir. Parce que c'est pas que le désir est que simplement dans certains endroits, non. C'est-à-dire que on désire tout le temps, l'être humain, il désire tout le temps. Donc nous avons des attentes. Et en fait, on va voir comment l'attente va jouer dans différentes structures. D'accord? C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vient s'opposer pour apprendre à attendre, peut-être que l'enfant aura pu avoir un objet transitionnel. Oui, mais là, vous parlez, René, de l'apprendre à attendre dans l'expérience. Alors que l'attendre à apprendre, non, c'est quelque chose de psychique. Non, c'est quelque chose qui vient de l'appareil. Non, il y a des gens qui aimeraient bien ne pas projeter tout le temps, avoir ces délires de futur où ils s'imaginent qu'ils vont être ruinés, que s'ils gardent pas leur argent, il va plus rien leur rester. Tout ça, c'est pas quelque chose qui vient de l'expérience, c'est pas quelque chose qui, dans l'expérience, va les aider à gérer ce genre de situation, sinon que c'est une position psychique qui va donc qui doit être mobilisée, Que faire face à un proche habité par l'angoisse du virus? Il n'y a pas de solution de ce genre-là, non? Dans tous les cas, moi je dis, psychanalysez-vous. Parce que quand on se psychanalyse pas seulement pour soi. C'est les bénéfices que nous allons avoir grâce à notre psychanalyse vont faire du bien à tout notre entourage, à tous les gens qui sont autour de nous. Donc en général, si on va voir quelqu'un souffrir et que nous, on ne s'occupe pas de nous, il faut commencer par nous-mêmes. Parce que peut-être que l'autre, c'est une manière de nous pointer du doigt en disant si tu ne me supportes pas malade, c'est ton problème, c'est pas le mien. Non, c'est-à-dire que nous devons tous nous occuper de nous-mêmes. Donc on parlait de cette angoisse, non? De cette angoisse, parce que l'angoisse, en fait, c'est parce qu'on veut précipiter les choses, on veut savoir ce qui va se passer, non? Je veux savoir. Et donc, dans les névroses d'angoisse, par exemple, c'est cette attente angoissante, non? Cette attente angoissante qui est intolérable dans la névrose d'angoisse, en fait, ça va s'associer avec la santé des proches. C'est-à-dire qu'au lieu, comme l'hypocondriaque qui va s'occuper de lui, le névrosé d'angoisse, lui, son angoisse va se remettre sur les autres. Où il va imaginer qu'en fait, que c'est... non, il y a un cas que Freud présente d'une femme qui écoute son mari tousser, et à chaque fois qu'elle écoute son mari tousser, elle imagine qu'il a une grave maladie, et directement elle va à l'enterrement. Non, c'est-à-dire que l'imagination est très rapide, et elle se projette directement dans... Ça s'appelle la névrose d'angoisse. Donc on n'attend pas, on ne peut pas attendre. Du coup, j'imagine ce qui va se passer, et en général, comment j'imagine? J'imagine le pire. Non? Et donc ça, la névrose d'angoisse, donc par rapport à l'attente. Non? Et chez l'hypocondriaque, donc la crainte, donc c'est la même chose, mais elle se réfère à sa propre santé. Non? C'est-à-dire que lui, il a peur d'avoir une maladie grave. Donc, où il imagine, vous imaginez, si j'ai une maladie grave, et donc il commence à imaginer, et que tout est noir, bien sûr.
Donc, il faut apprendre à vivre le moment. Parce qu'il faut vivre le moment, ça tout le monde le sait. La difficulté, c'est, je suis toujours dans une angoisse encore quand j'attends mes résultats, prise de sang ou autre examen. L'horreur, par exemple. Non? Donc, mais ça, ce sont... Après, il faut voir si ce sont des fantasmes. J'aimerais bien avoir quelque chose, j'espère que je vais avoir quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut écouter le patient. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est une hypochondriaque, Stéphanie, qui dit qu'elle a peur, non, à chaque fois qu'elle attend des résultats, ou si c'est une autre position. D'accord? Donc, on ne juge pas par rapport au phénomène. On ne juge pas par rapport à l'apparence. On juge par rapport au discours du patient. Et pas le discours dans n'importe quelle situation. Le discours en psychanalyse. Parce qu'un patient ne va pas raconter la même chose à un médecin qu'à un psychanalyste. D'accord? Donc, c'est des positions qui sont différentes. Donc, et il va dire, donc l'hypochondriaque, c'est la même chose que le névrosé d'angoisse. Le névrosé d'angoisse, donc son angoisse est mise sur les autres, mais comme pour l'hypochondriaque, les autres n'existent pas, donc c'est tout sur son corps. Non? Donc, et après, il y a le neurasthénique. Alors, le neurasthénique, lui, par contre, c'est une autre situation un peu différente, où il se méfie de sa propre capacité. Non? Est-ce que l'hypochondrie peut amenuiser la libido? Oui, exactement. Bah oui, puisque tout est dans le... L'autre n'existe pas, Annie. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir les deux, hypochondrie et névrose d'angoisse? Et vous voulez les deux? Vous en voulez un troisième? Bien sûr que, en général, les névroses sont doubles ou triples. Et en plus, on va dire qu'une personne saine, c'est la personne qui va être capable d'utiliser les différents mécanismes. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de mettre la libido dans l'organe pour le guérir, c'est quelque chose que le sujet doit réaliser dans certains cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mécanisme. On va voir qu'il y a une chose qui est très intéressante, attendez, que j'avais écrite au départ, et que j'ai pas, on va dire... Bon, d'abord, de dire que la psychanalyse produit la santé, et que la santé est un des biens les plus précieux de l'être humain. Et en plus, une autre chose qui est importante à souligner, c'est qu'il n'y a rien en soi qui soit pathologique. Sinon, c'est ce que le sujet va avoir avec ça, comment il va être en relation avec ça. C'est-à-dire qu'il peut m'arriver une chose ou une autre, il y a des gens qui vont la transformer en symptôme, en pathologie. C'est pour ça que c'est toujours le sujet, comment lui, il est impliqué dans ce qui lui arrive. Et comment il va se positionner par rapport à ce qui lui arrive. D'accord? Donc ça va être aussi une chose qui est très importante. Donc on parlait de l'attente, la particularité de l'attente. Et ensuite, il y a la troisième chose, donc on a vu la jouissance, on a vu l'attente, c'est-à-dire comment apprendre à gérer avec cette angoisse. Parce qu'en fait, l'angoisse, elle est constitutive. Elle est constitutive et elle nous appartient à tous, je veux dire qu'elle fait partie de notre vie à tous, d'accord? Mais après, c'est comment chacun va être en relation avec cette angoisse. Celui qui ne tolère pas l'angoisse, il va fabriquer des symptômes, d'accord? Donc, et ensuite, on va voir la sexualité, parce qu'en fait, ce sont donc trois, si on reprend les trois positions de ces névroses actuelles, donc la névrose d'angoisse, donc l'hypochondriaque et le neurasthénique, donc trois positions différentes au niveau de la sexualité. Et on va voir que Freud, en fait, il va nous expliquer que la névrose d'angoisse, la sexualité de la névrose d'angoisse, d'accord? Donc c'est-à-dire que ce n'est pas qu'attendre, patienter et apprendre à être patient, même face à l'angoisse de l'hypochondriaque. Mais je ne sais pas si c'est patienter, attendre. Patienter, non, c'est-à-dire que, parce que attendre, je vais dire, si je fais un travail, je suis en train de fabriquer une table, donc j'ai envie que la table soit terminée pour pouvoir l'installer. Mais je ne sais pas si c'est attendre que le processus se fasse. Bon, je ne sais pas, c'est autre chose. D'accord? Voir si être patient, non, c'est la même chose qu'attendre. Je ne sais pas. Donc, Freud va nous dire que quand on étudie la sexualité du névrosé d'angoisse, on voit que sa sexualité, elle est particulière. Et qu'en fait, en général,
il ne va jamais jusqu'au bout. Que sa sexualité, c'est toujours interrompre la relation sexuelle. Ne pas aller jusqu'au bout. Commencer, mais s'arrêter là. D'accord? Donc, on va voir que ça, c'est une caractéristique des névroses actuelles. Ce qui ne veut pas dire que cette pratique sexuelle va provoquer la névrose d'angoisse. Attention, on ne va pas dans n'importe quel sens. Ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. D'accord? Ça voudrait dire que les psychotiques ne la... Bon, l'angoisse est le moteur des névroses. C'est quoi l'origine de l'angoisse? Donc on va dire l'angoisse, non? C'est l'angoisse, c'est en relation justement, par exemple, avec le langage, non? C'est l'angoisse de castration. Mais c'est de la même façon que la culpabilité va être dans notre vie, l'angoisse va être dans notre vie, et qu'il y a beaucoup de choses qui font partie, qui sont constitutives et qui nous forment. Donc on va dire que le sujet, il doit apprendre à avoir une meilleure relation avec l'angoisse et avoir une meilleure relation avec la culpabilité. D'accord? Sans avoir besoin ni de se punir, non? Parce que la culpabilité, bien sûr, ce qu'il fait, c'est qu'on finit par se punir et que l'angoisse, on produit des symptômes quand on ne tolère pas l'angoisse. Donc on ne tolère pas l'attente. Donc on disait que donc il y a une altération de la sexualité actuelle dans les névroses actuelles. D'accord? Et donc il va parler aussi que quand on observe donc ces névroses et l'angoisse, c'est qu'il y a une abstinence forcée, des excitations frustrées. D'accord? Donc ce n'est pas que ça va provoquer la névrose d'angoisse, sinon que quand on va étudier le sujet de... Je répète parce que c'est très important, ça ne va pas dans les deux sens, on ne sait pas, non? Comme on disait au départ, c'est qu'est-ce que va faire? Ce n'est pas que l'abstinence provoque ça. Il y a des gens qui sont abstinents et qui se portent très bien. D'accord? Donc, mais on va observer que la sexualité du névrosé d'angoisse, il a ce type de sexualité. C'est-à-dire la relation interrompue, on va dire. Par contre, la neurasthénie va dire que le neurasthénique, en fait, il ne supporte aucun type d'excitation. D'accord? On va voir que ça, c'est quelque chose qui est particulière, c'est-à-dire qu'il peut lire et s'exciter par la lecture, et il finit toujours par la masturbation. Parce que pour tranquilliser cette excitation, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique, ça termine toujours par la masturbation. Et en fait, donc, et ça, du coup, ça lui enlève beaucoup d'énergie, parce qu'en fait, il ne supporte pas l'augmentation de l'énergie, le neurasthénique, non? Que tout de suite, il doit décharger. La moindre petite tension, poum, il doit décharger. Donc, en fait, il ne peut pas faire grand-chose. Et l'hypocondriaque, ce qui lui arrive, l'hypocondriaque, comme l'hypocondriaque, lui, il a donc la pratique sexuelle qui a été observée chez les hypocondriaques, c'est aussi l'acte de la masturbation. D'accord? Et en fait, c'est une masturbation. Donc il a d'autres types de... c'est très difficile qu'il ait d'autres types de sexualité, puisqu'en fait toute sa libido est dans son moi, non, dans son organe. Donc c'est difficile qu'il ait d'autres types de sexualité. Mais on va voir que le problème de l'hypocondriaque, c'est qu'en fait il se sent coupable parce qu'il s'est masturbé. Et on ne parle pas seulement de cette masturbation de l'adulte, parce que ça à la rigueur la majorité des gens la tolèrent, mais sinon qu'on parle de la masturbation infantile de cette première époque, non, de notre enfance que nous avons tous oubliée, où il y a eu, donc avec la découverte et les premières sensations, il y a eu une masturbation infantile. Et en fait, l'hypocondriaque, il a la culpabilité, il pense que cette masturbation, en fait, ça va le rendre malade. Vous vous rappelez qu'aux enfants, non, il y a eu des phrases qui sont dites aux enfants, attention, si tu continues à te toucher comme ça, il va t'arriver telle chose. Et en fait, l'hypocondriaque, c'est ce qu'il pense. Il pense qu'avec cette masturbation, ça va le rendre malade. Donc en fait, on va voir que ce qui lui arrive à l'hypocondriaque, c'est un jugement moral. C'est-à-dire que c'est quelque chose de la morale. De penser que la masturbation va provoquer la maladie, c'est quelque chose de moral. Parce que bien évidemment, la masturbation ne provoque pas de troubles de ce genre. D'accord?
Donc, voilà, donc c'est différentes positions du sujet, non? Le sujet est dans différentes positions face à ces choses qui sont importantes, donc bien évidemment, dans la vie de chacun des sujets. Comment ils vont être en position, chacun donc avec, par rapport à la sexualité, par rapport à l'angoisse, par rapport à la jouissance, et donc et cette libido en fait qui rend compte un petit peu de tout le reste, non? Puisqu'en fait, à partir de cette immobilité de la libido, ben, il ne peut pas y avoir le reste obligatoirement, ça va être, non? Ça va provoquer, on va dire, ça va provoquer des troubles dans la vie du sujet, et surtout de graves obstacles, non? D'accord? Et donc on va voir que, bien évidemment, donc donc on va voir qu'on va dire la névrose d'angoisse, donc on va dire ça rend sourd, oui effectivement Sandre, c'est ce qu'on disait, ça rend sourd, non? Ça rend aveugle. Donc effectivement, donc il faut voir d'ailleurs si ça n'a pas en relation avec certains troubles de l'ouïe ou de la vue. Donc la névrose d'angoisse interrompt la relation libidinale avec l'objet, non? Le neurasthénique annule directement la relation avec l'objet, et toute excitation, non, dans laquelle l'autre est impliqué, donc il va se masturber directement, il la résout avec la masturbation, et il n'arrive pas à l'objet dans ce sens. Donc l'homosexualité, l'hypocondrie, pourquoi vous pensez qu'il y a une relation? Pourquoi? Où vous voyez la relation entre l'homosexualité et l'hypocondrie? Non? Je ne sais pas. D'accord? Et donc c'est pour ça que donc toutes ces structures donc, sont des structures qui ont été étudiées par Freud, qui ont été décrites donc par Freud, et qui après, en consultation, donc nous allons écouter les patients et nous allons écouter selon, non, comment il nous parle. Donc on va pas aller observer le patient pour voir comment il fait dans sa vie, on va l'écouter. D'accord? Et ça c'est la grande différence que propose donc la psychanalyse, c'est-à-dire que on n'intervient pas dans son expérience de vie, on n'intervient pas dans comment il va résoudre les choses de la vie, sinon que on va voir pourquoi vous pensez à l'homosexualité, l'hypocondrie, qu'est-ce qu'il peut y avoir, que tous les deux ils commencent par H, ou pourquoi vous voulez mettre en relation l'homosexualité et l'hypocondrie, non? Donc, non, parce que en fait c'est une relation avec l'autre. Non, que ce soit une femme, un homme, ça n'a rien à voir, non? Donc on va dire que l'objet, le principal, c'est qu'il y ait un objet dans notre vie. D'accord? Peu importe si c'est un homme ou une femme, sinon qu'il y ait un objet. Non? Il y a des gens que vous voyez, donc l'hypocondriaque, en fait, il est enfermé sur sa maladie inexistante en plus. D'accord? Enfin, sa maladie qu'il croit existante, mais qui n'est pas, c'est-à-dire qu'il vit dans cette... non, dans cette imagination, non? Et en plus, il y a beaucoup d'hypocondriaques qui le savent. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont très certainement rien, mais ils ne peuvent pas éviter, non, d'aller chez le médecin, d'aller vérifier, d'écouter le médecin, non? C'était un patient homosexuel qui m'a posé des questions. Et vous ne lui avez pas posé la question de savoir pourquoi il pensait qu'il était homosexuel. Demandez-lui pourquoi il pense qu'il est homosexuel. Non, parce que l'homosexualité, c'est la même chose. Alors, on va penser que l'homosexualité, c'est l'apparence. Non? Donc, la psychanalyse ne juge pas par l'apparence. La psychanalyse, elle va écouter le patient. Et c'est selon sa manière de parler qu'il va voir s'il est homosexuel ou pas. Pas parce qu'il va nous raconter s'il est avec un homme, avec une femme. Non, ça, c'est pas... En plus, on ne sait jamais avec qui vous vivez. Vous croyez que vous vivez avec une femme ou avec qui vous vivez? Non, on va voir. Je veux dire qu'il y a des relations de couple où on dit celle qui porte les pantalons. Bon, bah alors, par exemple, que ça aussi c'est une apparence. Mais je veux dire pour vous montrer que dans la vie quotidienne, nous savons aussi que une femme n'est pas tout le temps une femme, ou n'est pas qu'une femme, et qu'un homme n'est pas tout le temps un homme, n'est pas qu'un homme. Donc, l'homosexualité, non, il faudrait savoir que quand un patient vient lui dire je suis homosexuel, lui dire comment vous le savez? Comment vous savez que vous êtes homosexuel? De la même façon qu'il y a comment vous savez vous êtes hypocondriaque? Comment vous le savez? Allez-y, parlez. Parlez, vous avez la parole. Vous pouvez parler, nous allons voir ensemble de quoi il s'agit. Parce que tout seul, quand on est tout seul, on délire.
c'est plus fort que moi, je vais souvent chez le médecin pour avoir son avis, etc. C'est épuisant. Mais peut-être que Stéphanie, le médecin vous plaît. Non, il l'est réellement dit. Et comment, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Donc, même si je fais les vérifications médicales, je demeure non rassurée. Toujours une angoisse d'un défaut de diagnostic. Donc tout ça, c'est à étudier. Non, parce qu'après, il y a des gens qui mettent à quel texte de Freud faites-vous référence ici, s'il vous plaît. Delphine, vous voulez tous les secrets. Mais il y a de nombreux, tous les textes de névrose, d'angoisse, et il va faire référence. Parce qu'en fait, Freud, il va très souvent faire référence à l'hypocondrie quand il va parler de l'hystérie, quand il va parler de la névrose obsessionnelle, quand il va parler de la psychose, puisqu'en fait, il va les mettre en relation pour qu'on puisse différencier, mais pas pour mettre des étiquettes. Parce qu'une chose aussi qui est importante, c'est que dire machin truc, il est ceci, machin truc, ça ne le guérit pas, hein. Ça sert à rien. Donc ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir penser le sujet. Penser comment lui, il est articulé. Et en plus que le sujet, il est aujourd'hui articulé de telle manière, mais demain, je ne sais pas. J'ai l'habitude de voir qu'elle a des manifestations hystériques. Mais peut-être que demain, elle vient et elle n'a pas de manifestation hystérique, elle a d'autres types de manifestations. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas pour mettre des étiquettes, les gens, on ne peut pas leur mettre d'étiquettes. Bah, sinon, ce serait super simple. Sinon, on serait tous guéris. On serait tous guéris s'il s'agissait de mettre des étiquettes, de mettre des diagnostics, des étiquettes et de suivre des protocoles. Sinon que non, que nous sommes bien plus complexes. Nous ne sommes pas articulés que sur une position, puisque toutes les positions, non? Donc, non, les traumatismes, non, ça on va dire que penser que ce qui nous arrive, ça vient du passé, c'est des pensées qui sont avant Freud, avant 1900. D'accord? Les textes de psychologie qui ont été écrits, non? Et qui pensent, même s'ils sont écrits aujourd'hui, je veux dire, ce sont des textes qui pensent que quand on pense que le traumatisme vient du passé, ce sont des écrits avant Freud. Depuis l'interprétation des rêves, justement, Freud nous a montré depuis 1900, la publication de l'interprétation des rêves, que le traumatisme ne vient pas du passé. Je suis désolée de vous décevoir, mais le traumatisme ne vient pas du passé. Le traumatisme vient du futur. Le véritable traumatisme, messieurs, dames, mes chers amis, c'est que nous allons mourir. Et c'est pour ça qu'on va dire que notre vie, notre manière de vivre, ça va dépendre, comme on disait, de l'hypocondriaque qui a peur de mourir, c'est-à-dire qu'il n'est pas déterminé par le passé, sinon qu'il est déterminé par son futur. D'accord? Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose à résoudre de la position. Imaginez si nous nous transformons tous en mortels, mais en véritables mortels. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que nous allons mourir. Mais nous ne vivons pas comme des mortels. Nous vivons comme des immortels. C'est-à-dire, oh ben non, ça je le ferai demain. Immortel. D'accord? C'est-à-dire que, et notre peur de la mort, non? Parce qu'en fait, toutes ces névroses, ce sont des positions qui vont nous montrer que nous avons, non? Tous peur de la mort d'une manière ou d'une autre. Et donc, cette peur de la mort fait que nous avons un type de vie ou un autre type de vie, non? Donc, ça ne dépend pas du passé, non? Nous ne dépendons pas, notre situation actuelle ne dépend pas du passé. Mais bon, nous allons continuer. Donc je vous invite, pour ceux qui sont passionnés, de participer à ce cours de psychanalyse avec l'introduction de l'interprétation des rêves qui va commencer donc dimanche. Vous avez sur la page donc le lien pour l'inscription. Vous avez l'atelier de poésie pour ouvrir les portes à la création, pour essayer de découvrir cette nouvelle facette de nous, non? Pour ceux qui écrivent déjà ou pour ceux qui n'ont jamais écrit, c'est une nouvelle facette de nous que nous allons mettre en action. Non, c'est pas quelque chose de mal vécu, d'accord? Mal vécu, c'est dans la psychanalyse, les mots soignent les mots, alors que chez le médecin, donc on va dire parler, c'est pas simplement les mots soignent les mots, sinon que c'est parler, faire l'exercice de parler. Bon, alors merci à vous, Martine, Garance, Eva, d'accord. Pour lutter contre l'hypocondrie, Eva, c'est la psychanalyse, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de conseil. Le seul conseil, c'est on doit utiliser quelqu'un d'autre. On doit utiliser quelqu'un d'autre. Au revoir, Marie-Laure, à mardi.
Donc Soumeya, que pensez-vous de la notion d'après-coup? Donc c'est une notion très intéressante, effectivement, puisque nous allons savoir que après-coup. Non, après-coup, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces rencontres de psychanalyse pour tous, non, où on diffuse la psychanalyse. Bonne fin de soirée Jean-Loup, au revoir. Boris, Delphine, vive la poésie, la psychanalyse, ensemble. Donc on ne sait pas. Donc c'est par après-coup que nous allons savoir. D'accord? Si nous nous maintenons ici pendant des semaines et des semaines et des semaines et des années, ben, peut-être que nous pourrons savoir par après-coup, non, pourquoi Clémence elle faisait cela et qu'est-ce qui s'est passé avec ce qu'elle a fait. Parce qu'en fait, il va falloir attendre. D'accord? Alors, bonne continuation, bonne soirée Marie-Thérèse, Malika, Camille, bonsoir, Sonia, au revoir, Michel. Donc, bonne continuation. Olivier, merci à vous. Diane, bonne continuation. Et on continue bien évidemment mardi prochain à 21 h. Et je vous attends donc sur cette même page. Donc, merci pour votre participation et à mardi prochain. Au revoir Geneviève, Sylvie, Lone, au revoir Isabelle. Allez, au revoir. Ciao.